Добрый вечер, дорогие гости Русского дома. Небольшое техническое вступление для наших французских гостей. Сегодняшняя встреча проходит на русском языке с синхронным. Bonjour, chers amis. Donc, un petit commentaire technique. Cette rencontre sera accompagnée par la traduction simultanée. Donc, si vous voulez bien l'écouter en langue française, choisissez le canal 2. Nous souhaitons bienvenue à l'écrivaine et l'architecte Maria Troitskaya, donc en fait l'auteur de la chaîne Telegram la plus connue, la plus populaire auprès du public russophone à Paris. Elle est spécialisée dans l'œuvre du Corbusier, diplômée de l'INSA Paris, donc Paris Plaquet, l'une des écoles architecturales parisiennes les plus reconnues, mais aussi une grande sportive. Donc, Maria, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent et qui réussit constamment, quel qu'elle fasse. Donc, les lecteurs russes de Maria ont déjà eu la chance de assister à la présentation de son livre à Moscou. Et donc aujourd'hui, nous avons également l'occasion d'être présents à la conférence sur l'architecture parisienne. Nous allons découvrir des parallèles inattendus avec l'architecture de Moscou. Quelques mots peut-être sur la biographie des architectes, sur Le Corbusier, mais aussi sur son propre film sur Georges Pompidou. Alors, nous avons déjà pris un grand plaisir de prendre connaissance avec ce livre qui fait un tour d'horizon de l'architecture parisienne de l'Empire au modernisme. Bon, vous voyez que la salle est mi-pleine. Probablement, la raison en est la météo, mais en tout cas, l'enregistrement de cette rencontre sera accessible sur le site de notre maison en 2 langues. À la fin de la conférence, vous pourrez avoir l'autographe de l'auteur. Il y a aussi un petit concert musical. John Gate, diplômé de l'Académie de John Scriabin. Et maintenant, j'ai le plaisir de donner la parole à Maria Troitskaya, l'auteur du livre. Merci beaucoup, merci à vous tous d'être venus effectivement par cette journée de pluie. Mais bon, et si vous avez passé un petit peu de temps à Paris, peut-être vous avez remarqué que presque tous les jours sont pluvieux. Merci à Asia, parce que ça fait 1 an en fait que je cherche une plateforme pour nous rencontrer, mes chers abonnés, et voilà que nous avons finalement pu organiser cette belle soirée. Encore une fois, merci d'être venus. Donc, je ne veux pas que vous vous ennuyiez, donc je vais un petit peu parler du livre. Effectivement, je vais dresser quelques parallèles avec l'architecture de Moscou. Il y a peut-être ceux qui viennent de ma ville natale, mais je voudrais vraiment réserver plus de temps pour vos questions parce que je pense que c'est plus intéressant. Bon, je me lance dans ma présentation qui ne sera pas longue. Donc, ce ne sera que quelques illustrations parce que je pense que sans l'aspect visuel, on ne peut pas vraiment parler de l'architecture. Il faut la voir par ses propres yeux. Et d'ailleurs, mon livre a été très bien édité. Toutes les maisons dont je parle sont accompagnées des adresses. Donc, si vous l'avez déjà ou si vous envisagez d'en acheter un. Effectivement, vous pouvez utiliser ce livre comme un guide, hein, parce que au début, quand la maison d'édition m'a contacté, je voulais justement faire un guide sur Paris, mais comme on était encore en plein Covid et c'était encore difficile de voyager, donc on s'est dit qu'on allait faire un mix entre le guide et l'histoire de Paris, de son architecture. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà remarqué, surtout ceux qui habitent à Paris, que la plupart de la ville est bâtie dans un style uni. Donc voilà, j'ai trouvé de jolies illustrations qui le prouvent bien. Selon différentes données, entre 60 et 70% des bâtiments sont justement construits dans le style très reconnaissable. Vous savez, j'adore une étude qui a été faite par des jeunes urbanistes parisiens, il y a 5 ans à peu près. Donc, ils ont pris des fragments de la façade parisienne, donc la couleur beige et aussi les balcons très jolis en fer forgé. Ils ont montré ces fragments
aussi bien que d'autres fragments des façades d'autres villes aux habitants de différentes villes, de différents continents. Et finalement, Paris s'est révélé d'être la ville la plus reconnaissable, quel que soit le pays des interviewés. Effectivement, Paris a un code architectural très fort, en grande partie grâce à l'œuvre de George Haussmann. Donc, j'ai beaucoup étudié son œuvre. Donc, l'écriture du livre, il faut dire, ça m'a pris 3 mois, mais avant, j'ai fait beaucoup de recherches, beaucoup de travail de recherche. Et j'ai été étonnée par le très petit nombre de livres qui existent sur, en fait, l'architecture de Paris, déjà en langue française et encore moins en langue russe. L'architecture est pour moi la mère de tous les arts et je me demande pourquoi elle n'est pas aussi populaire que, disons, la musique ou la peinture ou d'autres beaux-arts. Et du coup, je me suis posé l'objectif de mettre tout ça ensemble, mais en même temps d'essayer de parler par un langage pas trop sophistiqué pour en fait partager mon goût pour l'architecture avec le plus grand public. J'ai trouvé une très jolie carte qui est aussi présente dans le livre. Si vous êtes intéressé, je peux vous envoyer le lien parce que vous pouvez zoomer et donc voyager à travers la carte par différentes couleurs. Elle marque l'héritage architectural de Paris. Ça veut dire, voilà, les objets architecturaux de différentes époques. Plus c'est foncé, plus c'est vieux. Plus c'est clair, plus c'est moderne. Et du coup, vous voyez très vite où est l'œuvre de George Haussmann sous le règne de Napoléon III, donc jusqu'à mi-19e siècle. C'est la couleur bleu foncé et vous voyez bien la frontière. Et d'ailleurs, nous sommes aujourd'hui dans le bâtiment bâti sous Napoléon III. Si j'ai bien compris, c'est 1861, l'année de la construction donc, du bâtiment en plein 16e arrondissement. Paris a une histoire très intéressante. Pendant très longtemps, Paris n'a pas été une ville confortable pour vivre. C'était une ville médiévale. Et à cause de ça, il y avait beaucoup de problèmes sanitaires. Donc la densité de la population a été très importante. Et la dernière goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ça a été une nouvelle épidémie de peste. 1848, donc c'était pas si longtemps que ça, c'était au milieu du 19e siècle, et du coup la question s'est posée de savoir comment moderniser Paris pour le rendre plus confortable pour la population en pleine croissance. Et du coup, la transformation a été assez radicale. Presque tous les bâtiments anciens ont été rasés, et entre 1851 et 1865, Paris a été complètement rénové. Donc la vitesse, les délais de construction ont été incroyables. Aujourd'hui, on peut le voir peut-être dans les pays tels que la Chine, les Émirats arabes unis, voilà, ou Dubaï. Vous savez, effectivement, on construisait le jour comme la nuit. Ville lumière, en fait, cette expression vient de cette époque-là parce qu'on a commencé à utiliser des lampes à gaz, des lampadaires à gaz pour pouvoir construire dans la nuit également. Donc, peut-être ceux qui ont pu observer cet été les préparations aux Jeux Olympiques, mais bon, c'est quand même, ça ne vient même pas à l'échelle de cette époque-là. Donc, Paris a été rénové à l'échelle de 60 à 70%. Après, George Haussmann a fini sa carrière de 18 ans. Donc, pendant 18 ans, elle a été maire de Paris. Elle a été le chef des travaux, mais elle a été licenciée. La fin de Napoléon III était aussi assez triste. Donc, il y a la guerre franco-prussienne qui est déclenchée. Et du coup, Napoléon III finit sa vie prisonnier. Mais bon, l'architecture ne s'arrête bien évidemment pas là. Et selon les projets d'Haussmann, la construction de Paris sera achevée seulement en 1950, ça veut dire après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Moi, j'ai pris 100 ans de l'architecture française, donc c'est la période que j'étudie dans mon livre, donc Haussmann n'en fait qu'une partie. Donc sur ce diapo, vous voyez les 4 représentants de 4 styles, 4 époques. Donc, haussmannisation, c'est le milieu du 19e. Ensuite, l'éclectisme, une période tout aussi très importante qui était très marquante dans toutes les capitales européennes, Moscou aussi d'ailleurs. Il y a beaucoup de bâtiments éclectiques. Ensuite, le style Art Nouveau, j'en parle en détail. Et finalement,
Donc là, c'est la fin du 19e jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et finalement, le modernisme, donc entre les deux guerres, les années 20, les années 30, plus minimaliste, qui est bien représenté à Paris. Je parle beaucoup de Le Corbusier, Auguste Perret. Le Corbusier, c'est mon point d'intérêt très particulier. Ça fait longtemps que je l'étudie. Donc la fin de mon période d'études, c'est juste avant l'éclatement de la Seconde Guerre mondiale. Donc maintenant, nous sommes en négociation avec la maison d'édition sur donc un deuxième livre sur l'architecture après la Seconde Guerre mondiale, parce que c'est aussi une période très importante qui date déjà d'il y a 100 ans. Donc j'espère qu'on aura la deuxième partie sur l'architecture plus moderne, plus récente. Donc ici, pour vous donner un peu une idée, pour que vous puissiez visualiser les visages des architectes principaux dont je parle, voilà quelques photos. Gabriel Daviou, qui était l'architecte en chef sous Baron Haussmann, maire de Paris, et Napoléon III. Et Gabriel Daviou, notamment, a bâti la fontaine Saint-Michel. Je pense que vous le connaissez très bien, 5e arrondissement. C'est lui qui a inventé le mobilier de la rue, donc les lampadaires, les poubelles. Il y en a celles qui existent depuis le 19e siècle, les bancs, et cette couleur de vert foncé qui est toujours utilisée à Paris pour le mobilier urbain. En fait, elle a été choisie également sous le baron Haussmann comme étant un très bel mariage avec la couleur beige, donc la couleur de tous les bâtiments parisiens. Donc pourquoi le choix de cette pierre, pourquoi la couleur de cette gamme, cette couleur beige, même avant Haussmann? Bon, Paris a une longue histoire de construction et c'est en fait cette pierre-là qui est le plus répandue en France, et en termes logistiques, en termes économiques, c'était le choix le plus évident. Donc, c'était le moins cher. Bon, peut-être si c'était du marbre, comme en Italie, bon, qui sait, Paris aurait notre visage. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, cette tendance continue. Les architectes utilisent la même pierre, très jolie d'ailleurs, de couleur gris-beige. Sous le baron Haussmann, donc pendant ses travaux d'envergure, il y avait beaucoup de critiques. Bon, déjà parce que la vieille ville a été démolie, et deuxièmement, justement pour le choix de cette couleur, déjà avec la météo grise en absence du soleil, donc le choix de cette couleur a été beaucoup critiqué. Paris est déjà gris, et encore y rajouter ces bâtiments gris qui se suivent par les rangs. Mais bon, voilà, 150 ans plus tard, je pense qu'on peut se mettre d'accord qu'on l'adore notamment pour cette couleur-là, qui a été choisie par Haussmann. À gauche, vous voyez le tableau qui représente Napoléon III et le baron Haussmann qui lui tend en papier un document. Donc, je parle assez en détail de l'élargissement de Paris. Donc, comme je disais, à l'époque médiévale, Paris était une ville assez petite. Et donc, il y avait 12 arrondissements, et c'est Napoléon III qui décide d'élargir ses frontières, donc en rajoutant les banlieues. Donc là, par exemple, nous trouvons au 16e arrondissement, et il y a une anecdote assez amusante. Donc, pourquoi le chiffre 16? Pourquoi donc il y a ce schéma de spirale, d'escargot, schéma d'organisation urbaine? Donc, à l'origine, cet arrondissement-là aurait dû porter le numéro 13, mais au 18e, 19e siècle, il y avait donc une phrase qui circulait et qui disait que les couples qui voulaient pas se marier officiellement, ils se sont mariés à la mairie du 13e, donc arrondissement 13e qui à l'époque n'existait pas. Et du coup, c'était un peu le numéro honteux, vous savez, et du coup, personne ne voulait porter ce chiffre. Et en plus, historiquement, bon, dans la partie ouest de Paris, il y avait plutôt des gens aisés qui y habitaient. Donc voilà, baron Haussmann s'est lui demandé
d'inventer notre système de numéroter les arrondissements. D'où vient la spirale. Donc l'arrondissement numéro 1, c'est le Louvre, le centre, et puis voilà, en suivant cette forme de spirale, il y a la numérotation, et finalement le numéro 13 est porté par l'arrondissement un peu plus pauvre, donc probablement les habitants n'étaient pas si contre. Vous voyez également les entrées de métro et un portail, une porte très sophistiquée, très richement décorée. C'est Hector Guimard et Jules Laverotte. Bon, Guimard, vous le connaissez tous, vous le voyez tous les jours. C'est lui l'auteur de toutes les entrées de métro de Paris avec donc des lampadaires. Il y a 4 différentes configurations. Donc, si vous voyez une jolie entrée de métro à Paris, c'est l'œuvre de Hector Guimard, c'est la période de l'art nouveau, donc la fin du 19e, début du 20e siècle, deux architectes importants de l'époque, dont les noms il est important de connaître. Bon, comme je disais, à l'origine, je suis spécialiste du Corbusier, et donc quand je faisais mon choix de l'école architecturale à Paris, donc je cherchais des spécialistes et des experts du Corbusier. Du coup, voilà, j'ai choisi l'école Paris-Malaquais en plein centre. Et c'est grâce à cette école-là que j'ai eu l'occasion de passer presque un mois dans la ville de Chandigarh, dans le nord de l'Inde, pour étudier justement l'héritage du Corbusier. C'était une étape importante dans ma formation d'architecte. Dans le livre, je parle beaucoup des architectes modernistes, bien sûr. Et voilà, pour vous donner 3 illustrations marquantes de cette époque-là. Je pense que peut-être vous les avez vues par vos propres yeux, sinon allez les voir. Donc c'est Auguste Perret, le père du béton armé, si on peut le dire comme ça. Le béton armé aujourd'hui, c'est le matériel de construction peut-être le plus populaire, mais au début du XXe siècle, personne ne savait ce que c'est, comment l'utiliser, comment l'appliquer dans l'architecture. Et Auguste Perret, c'est l'auteur du premier immeuble habitable construit en béton armé. En fait, il se trouve à 10 minutes à pied d'ici. Et là, vous voyez le théâtre tout à fait majestueux, Champs-Élysées. Auguste Perret a été professeur de Corbusier. Le Corbusier n'avait pas de formation supérieure, on va dire, n'a pas de diplôme d'architecte, et il pensait que la pratique était plus importante. Donc, elle était stagiaire chez Perret. Et donc, toute son œuvre, en fait, il le voyait comme voilà, comme quelque chose qui vient comme une sorte d'héritage de son maître. Ensuite, l'architecte Stevens, un personnage tout à fait extraordinaire. Donc, c'est l'un des représentants les plus intéressants. Il avait des clients très riches. Lui-même, il appartenait à la haute société de Paris. Mais après sa mort, donc, il a demandé de brûler toutes ses archives. Et du coup, son épouse et sa fille l'ont fait en 1945. Et ils ont brûlé toutes les archives. Et du coup, il y a très peu d'informations qui restent de lui. Il y a juste voilà quelques informations qui ont été préservées chez ses clients. Et du coup, il a été un peu oublié jusqu'au début de notre siècle, quand le musée Pompidou, le centre Pompidou, a organisé son exposition. Et du coup, il y a très peu d'informations sur Internet. En russe, c'est quasi inexistant. Il y a à peine quelques articles. Et du coup, je me suis chargée de cette mission, faire découvrir cet architecte parisien pour le public russophone. Donc, au milieu, vous voyez son hôtel particulier, sa villa, aussi à une quinzaine de minutes à pied d'ici. En fait, l'arrondissement, le 16e arrondissement est un arrondissement très architectural. Je ne sais pas, peut-être il y a ceux qui ont fait mes balades architecturales, parce que j'ai un itinéraire qui passe justement par le 16e arrondissement, parce qu'il y a beaucoup de très beaux exemples d'architecture. Cet arrondissement
reste des fois cette ambiance de campagne, parce qu'il y avait plus d'espace pour bâtir, pour construire, pour œuvrer en fait, pour les architectes. Donc on peut dire que le 16e arrondissement est parmi les plus modernes à Paris. Et maintenant, quelques parallèles entre l'architecture de Moscou et l'architecture de Paris. Donc au début, c'était pas évident pour moi. Après, donc, quand je me suis penchée sur l'architecture de Moscou, il y avait beaucoup de découvertes qui m'ont surpris. En fait, Paris et Moscou, les deux villes ont été transformées au 19e siècle assez radicalement, mais pour des raisons différentes. Donc Moscou, après le feu de 1812, j'ai trouvé un tableau d'Ivan Aivazovsky qui illustre bien l'ambiance de l'époque. Paris a été reconstruit sous le baron Haussmann et Napoléon III. Effectivement, dans la deuxième moitié du 19e, Moscou et Paris ont été de gros chantiers. Aussi Beauvais était en charge des travaux à Moscou, donc un architecte d'origine italienne, et Gabriel Daviou à Paris, sous le baron Haussmann. Les deux villes donc ont été radicalement rénovées. Moscou, comme Paris, a très peu de bâtiments anciens qui sont préservés, et les maisons d'avant 1820, on peut les compter sur les doigts d'une main, comme à Paris, si on veut trouver des maisons médiévales. Donc voilà, il y a cette coïncidence historique pour les deux capitales, gros chantier. Un autre point intéressant, le style Art Nouveau. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui l'aiment bien, parce que voilà, elle est jolie, il y a beaucoup de décorations. C'est le style de la fin du 19e. De manière assez intéressante, elle a été plus populaire en Russie. À Paris, il n'y a pas beaucoup de bâtiments. Je me demande pourquoi. J'ai pas trouvé de réponse évidente. Ben, peut-être, je me suis dit qu'à Paris, il y avait très peu d'espace et qui est resté en fait pour bâtir quelque chose de neuf, contrairement à Moscou. Voilà, déjà ces photos montrent bien à quel point c'est décoratif, c'est joli. Donc oui, je dirais que la réponse que physiquement il y avait très peu de place à Paris pour bâtir. À l'Empire russe, il y en avait plus, à Moscou et dans d'autres grandes villes de l'Empire russe. Donc vous voyez l'hôtel particulier de Kekouchev dans la rue Ostojenka. Les deux maisons ont été bâties à peu près à la même année et appartiennent au même style, Art Nouveau. J'en parle beaucoup dans mon livre, donc si vous voulez bien, vous pouvez l'utiliser comme un guide pour vous promener à travers Paris et donc voir toute cette belle architecture. Такой момент связи Парижа и Москвы, это, конечно, il y a un moment important que je souhaiterais souligner, c'est l'architecte Konstantin Melnikov. En Russie, on a beaucoup aimé ce style en URSS, on continue à le faire actuellement. Ce style n'était pas intrinsèque aux autres pays en ce moment, donc ce style est intitulé constructivisme. Après, en France, on l'a appelé parfois modernisme, et dans d'autres pays, il avait une autre appellation. Et Konstantin Melnikov et d'autres architectes bien doués l'ont représenté, et sa carrière, en tant que carrière d'architecte, est née grâce à la victoire au concours après l'exposition universelle en 1925. La dernière exposition universelle à Paris a eu lieu en 1937. Je vais en parler un peu plus ultérieurement. En 1925, pour la première fois, le style Art déco a été présenté et notre architecte soviétique, il a présenté son pavillon temporaire. Donc, pavillon il en a fait temporaire, il a été démonté après l'exposition. Mais après, dans les années 60 du XXe siècle, les amateurs du style Konstantin Melnikov, ils ont reconstruit ce pavillon. Il y a très peu de photos de ce pavillon, mais j'ai trouvé quand même le croquis et l'esquisse de Konstantin Melnikov. Vous le voyez à gauche.
dans les années 60, ce pavillon, comme je vous ai déjà évoqué, a été restauré, reconstruit, mais malheureusement, on est de nouveau perdu. Bien évidemment, c'était un moment tournant pour Konstantin Melnikov, et le revenu en URSS, c'est vraiment une vedette. Et grâce à ceci, il a maintenant les moyens pour construire sa construction bien connue. Donc la maison Melnikov, vous le voyez, c'est 2 cylindres et ces fenêtres extraordinaires. L'architecture vraiment cosmique ou spatiale. Bientôt, on va fêter 100 ans de cette maison. Donc, elle a réussi à mettre en œuvre sa propre maison en plein centre de Moscou. Moi, j'ai mon histoire personnelle liée à cette maison. Dans cette maison-là, j'ai passé une partie de mon enfance et de l'enfance de ma famille, où on a fêté beaucoup de fêtes familiales. On a remis là-bas beaucoup de journaux, cartes postales. Donc donc j'ai passé un peu de ma jeunesse. Donc pour moi, c'est une histoire vraiment très personnelle et importante. Le problème d'architecture d'après-guerre, après la Première Guerre mondiale, donc dans les années 20-30, l'économie donc a été en faillite et il y avait peu de moyens. Et les architectes ont construit avec tout le matériel qu'ils ont pu trouver, ce qu'ils avaient vraiment sous la main. Cela concerne également les villas parisiennes des années 20-30. En URSS, on a senti ce manque de matériel aussi, et la maison Melnikov, en effet, a été mal construite. Donc, ils essaient de reconstruire cette maison, et pas uniquement celle-ci, parce que ça prend beaucoup de temps de restaurateurs. Là, vous voyez 2 représentants brillants de la même période à Paris. Maison privée Le Corbusier à gauche. Elle est située dans le 14e arrondissement. Et le théâtre pour les bergères, c'est Art déco. Et cette dame en or, si vous voulez, c'était un mannequin russe de Vladivostok. Et c'est elle qui décore la façade de ce théâtre. Il y a donc 2 périodes brillantes. J'ai essayé de les comparer sur le même diapositive. Donc, on voit la distinction et division dans les années 20 et 30. Il y avait des personnes en faveur de minimalisme, ce que vous voyez à gauche. Donc, à leur avis, il ne fallait pas faire des décorations ou ornements, juste les portes et les fenêtres qui étaient nécessaires pour la personne, donc côté pratique. Et il y avait des représentants d'art déco, donc vous voyez cela à gauche. Ils n'ont pas voulu se priver des éléments de décoration, d'ornement. Donc c'est après la Première Guerre mondiale. Je répète, c'était très compliqué d'avoir le matériel pour construire, mais les architectes, ils restaient fidèles à leur conception, et c'est pour ça qu'on voit dans la même période de construction tout à fait différentes. Et je parle un peu de Le Corbusier. Moi, je suis ravie que l'architecture intéresse beaucoup de personnes, et vous êtes venus également ici pour avoir un peu plus d'informations sur l'architecture. J'essaie bien évidemment de faire la promotion de ce que moi j'aime personnellement, ce que j'étudie profondément. Sur les pages de mon livre, vous trouverez beaucoup d'informations sur Le Corbusier. Et bien évidemment, je voulais faire un texte à part et publier les recherches sur lui vraiment à part et lui dédier en manuscrit. Bien évidemment, il y a des personnes différentes qui l'aiment beaucoup, les autres le détestent. Je crois qu'il n'y a pas de personne neutre envers cette figure.
Mais bien évidemment, elle reste une figure emblématique du XXe siècle. En effet, il a construit beaucoup à Paris, dont dans le 6e arrondissement, où nous nous retrouvons actuellement, mais aussi il a fait pas mal de constructions à Moscou. À Moscou, donc vous voyez le bâtiment, Centre Soyouz, situé à la rue Mestritskaya. Le Corbusier a gagné le concours et il a découvert la Russie. Il s'était beaucoup intéressé par la Russie. Pour la première fois, il a voulu juste regarder un peu l'endroit de future construction. Et puis, pendant la construction, il est venu pour la deuxième fois. Mais il n'a pas pu observer la construction en intégralité. Pour cette raison, donc la construction a été vraiment modifiée par rapport à son projet. C'est pour ça il a barré même son nom des auteurs. Il n'a pas en effet aimé la construction définitive. Donc je vous conseille vivement de regarder le centre Soyouz. Ce qui se passe là-bas, c'est quand même, ça reste un bâtiment très intéressant. Donc pour la première visite de Le Corbusier est marquée par notre histoire. Il a publié un hebdomadaire sur son architecture. Il a beaucoup parlé de lui-même. Il était une personne manifeste. Il n'a pas aimé rester en silence. Il a toujours inventé beaucoup de slogans. Il a inventé 5 piliers de l'architecture contemporaine, qui veut dire que chaque architecte doit suivre ces 5 règles pour mettre en œuvre l'architecture de son époque. Puis il a traduit aussi les articles des constructivistes soviétiques. Par exemple, elle a traduit aussi les articles d'Ivan Leonidov, architecte soviétique. Il y a une légende liée à la première visite de Le Corbusier à Moscou. Il a rêvé de faire connaissance d'Ivan Leonidov. Ivan Leonidov, il a partagé un appartement communautaire où il a vécu avec son épouse. Et lorsque les autorités soviétiques ont pris connaissance de leur invité de l'étranger, de faire connaissance à Ivan Leonidov, ils ont compris que c'était assez honteux quand même d'inviter Le Corbusier à un appartement communautaire. À l'époque, Ivan Leonidov, il n'a eu même pas son propre atelier, il a travaillé juste dans la cuisine partagée dans son appartement communautaire. Et donc pendant cette visite, et juste quelques jours avant sa visite, donc les autorités ont proposé un appartement à Ivan Leonidov, son propre appartement, que pour lui, pas loin de cathédrale Saint-Sauveur, plein centre de Moscou. On lui a donné cet appartement exprès juste pour l'arrivée de Le Corbusier, pour le Corbusier soit bien accueilli là-bas. Mais en effet, heureusement, il a continué à y vivre jusqu'à ces derniers jours. Mais sa pauvre épouse, elle a eu peur pendant toute sa vie qu'il serait obligé de déménager de cet appartement. Parce que les documents n'étaient bien pas conformes, mais en fin de compte, Le Corbusier, quand même, il est arrivé en Russie et il a communiqué avec Ivan Leonidov, donc dans ce beau appartement. Donc l'auteur de notre bâtiment que vous voyez en bas, Gainsbourg, ceux qui détestent Le Corbusier, ils pensent que c'est Le Corbusier qui a pris en effet l'idée de Gainsbourg. Moi, je partage pas cet avis. Je crois juste que toutes les idées des habitations contemporaines étaient, si vous voulez, à peu près les mêmes générales partout dans tous les pays. Donc, cela n'a pas été réadapté par Le Corbusier, à mon avis. Mais vous pouvez voir donc ces bâtiments de même époque construits par les architectes des pays différents.
Malheureusement, il n'y a que 2 photos de la visite de Le Corbusier à Moscou. Là, elle regarde la construction du centre Soyouz. Un autre chapitre. Je termine mon livre par les années 30, fin des années 30. Moi, j'ai trouvé des schémas bien intéressants afin que vous puissiez comparer. Je crois que vous avez vu, vous vous êtes promené là-bas et vous avez apparemment pris la photo du palais Chaillot avec une belle vue sur la Tour Eiffel. C'est la meilleure vue sur la Tour Eiffel. Il se trouve en bas à gauche. C'est un bâtiment contemporain qui existe actuellement. Ça fait presque 100 ans qu'il existe. En effet, à l'époque, c'était juste un bâtiment contemporain exprès pour l'exposition universelle en 1937. C'est la dernière exposition avant la Seconde Guerre mondiale. Et elle est basée sur le fondement de palais de Trocadéro dans le style byzantin. Donc, le bâtiment que vous voyez en haut à gauche était en effet un vrai témoin de la construction de la Tour Eiffel. C'est donc juste la veille, 1878, et il a été jusqu'à 1937. Donc, les vrais 50 ans, là, attendez son destin. Donc, il a décoré à Paris, comme vous le voyez. À gauche, vous voyez déjà le style architectural plus puissant. C'était, si vous voulez, un nouveau style. On peut l'appeler un décor de gratte-ciel à la Staline, de la manière Staline en URSS. Et puis, en haut, on voit les éléments de décor du palais Chaillot. En 1937, l'exposition universelle à Paris. On a déjà senti les tensions et les difficultés. Et pour cette raison, ils ont choisi les couleurs de la paix, par exemple la couleur bleue pour ceci. Et bien évidemment, c'était déjà les relations compliquées entre l'URSS et l'Allemagne. Albert Speer, l'architecte principal de Hitler, il est arrivé en 1937 pour participer à la construction du pavillon d'Allemagne pour l'exposition et bien évidemment, elle a beaucoup aidé la construction du palais Chaillot. Et il a appelé le bâtiment totalitaire dans le style impérial. Pourquoi je fais la comparaison entre l'architecture de l'époque de Staline et le palais Chaillot? À mon avis, c'est le même style, les mêmes idées, l'architecture monumentale qui devrait presser, faire une pression sur ces spectateurs. Donc, on voit les sculptures avec des corps d'athlètes, si vous voulez. Et donc, là, c'est l'un des représentants brillants de ce style-là. Et il y a de beaux clichés, également de l'exposition universelle à 1937. On voit ces 2 pavillons, pavillon de l'Allemagne et pavillon de l'URSS avec la fameuse sculpture de Vera Mokina. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais Albert Speer, il était responsable de la construction du pavillon d'Allemagne. Vera Mokina, elle a fait cette belle sculpture bien connue dans le style bien soviétique. Donc, les bâtiments, les 2 constructions se trouvaient l'un envers l'autre, en opposition. Et bien évidemment, les 2 pays ont voulu montrer le plus haut pavillon de leur pays. Et bien évidemment, selon la légende, quelqu'un, l'un des espions ou quelqu'un a réussi à avoir l'information de la hauteur du pavillon de l'URSS et pour cette raison, le pavillon d'Allemagne a été refait pour être plus haut par rapport au pavillon russe. Donc tous les pavillons ont été
construit et fini uniquement ces deux-là, qui ont été prêts vraiment au début de l'exposition universelle, parce que tous les autres pays ont été en retard pour leur construction. Et pour cette raison, donc les organisateurs du prix, donc ils ont décoré les deux pays. C'était les deux pays qui ont été lauréats de ce prix-là pour le plus beau pavillon de l'exposition universelle. Donc moi j'aime beaucoup le style des deux, donc ce style des années 30. C'est le dernier diapo. Moi j'ai essayé de faire un résumé de mon livre et de l'architecture dont je parle. Si vous souhaitez, je peux parler un peu plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Merci beaucoup. Vous avez parlé beaucoup des parallèles d'art nouveau, fonctionnalisme, constructivisme. Et comment pensez-vous l'architecture d'Haussmann et le projet urbaniste d'Haussmann, est-ce qu'il a influencé sur le style architectural de Moscou après 1812? Bien évidemment, ce projet a beaucoup influencé les États-Unis. Et est-ce qu'il a influencé l'architecture de Moscou? Oui, en effet, Haussmann a une très belle offre de carrière de Paris. Donc, comme je vous ai expliqué, en 1869, il a pris sa retraite et il a démissionné, ou il était obligé de démissionner parce que c'était la corruption qui était la raison. Ce qui est intéressant, moi j'ai lu dans ses mémoires et dans ses carnets, il n'a pas construit des palais ou quoi que ce soit pour lui. Il a terminé ses jours assez modestement. Il n'était plus brillant à la fin de sa vie. Après la guerre franco-prussienne, vers 1875, avec la Troisième République, il a été invité par les Russes de reconstruire ces villes détruites, mais politiquement, ce n'aurait pas pu être correct, donc il a refusé cette proposition. Après, il a été invité à Constantinople pour reconstruire la ville, mais il a aussi refusé cette proposition-là. Et dans la banlieue de Paris, il a terminé sa vie, il faisait donc ses mémoires. Bien évidemment, en ce qui concerne la construction de Moscou, on entend beaucoup parler d'urbanisme. Bien évidemment, c'est le métier très à la mode actuellement. Et lorsque Haussmann a commencé à reconstruire Paris, il était le premier qui a commencé à mettre l'urbanisme en théorie. Avant lui, n'existait ni normes ni règles de construction. C'est lui qui a fait ces théories, qui a fait les documents, décrets nécessaires sont reçus en assez les SNIF ou les SPE. Je sais que dans les années 90 du 19e siècle, la ville de Barcelone a été construite grâce à ces projets. Il y avait beaucoup d'influences de reconstruction de Paris que l'on voit à Barcelone, bien évidemment aux États-Unis, comme je vous ai parlé. Aux États-Unis, bien évidemment, on voit ce patrimoine architectural là-bas. La deuxième reconstruction, c'est le plan de 1937 à Moscou. Et je crois que, bien évidemment, certains éléments ils ont été pris donc de ces projets. Donc, ça fait presque 100 ans pour faire cette reconstruction en grande échelle. Et bien évidemment, après la Seconde Guerre mondiale, son patrimoine architectural a été aussi mis en œuvre. Pourquoi je souhaite faire la promotion ou la vulgarisation de son patrimoine? Parce que à Paris et en France, on parle pas beaucoup de Le Corbusier. Et on l'aime pas beaucoup. En effet, si je le dis franchement, la position des Parisiens ou des Français,
c'est uniquement dans les années 30 du XXe siècle qu'on lui a érigé le monument. Plus de 50 ans après sa mort, on l'a considéré quand même comme représentant de l'architecture totalitaire. Elle n'a pas été considérée un architecte démocratique. Mais dans la France contemporaine, on n'aime pas beaucoup, comme je vous ai dit. Merci beaucoup pour la conférence. J'ai une question. Parfois, à Paris, je me sens à Paris comme à Moscou du point de vue architectural. Et vous, est-ce que vous avez vos endroits qui vous transmettent dans notre ville préférée à Moscou? Moi, j'ai un autre sentiment. Parmi tous les arrondissements de Paris, c'est le 13e arrondissement qui ressemble beaucoup à Moscou. C'est le 13e arrondissement. Il se trouve à sud-est de Paris. C'est l'arrondissement contemporain qui n'a pas été touché par Haussmann. On voit très bien sur le chemin, là, vous voyez, c'est en bas. Il est assez contemporain, donc de grandes avenues, des cafés bien spacieux, des restaurants spacieux. Donc, parmi tous les arrondissements, je crois que c'est celui-ci qui me rappelle l'atmosphère de Moscou. J'ai oublié de vous le dire au niveau de densité de population. Pourquoi, au XIXe siècle, on a été obligé de faire reconstruire la ville? C'est à cause de la densité de population dans certains arrondissements, notamment ce que vous voyez des couleurs violet sombre. C'est à peu près 100 000 personnes par kilomètre carré. À Londres, c'est 100 000 personnes par kilomètre carré. Mais ici, il s'agissait de vraiment 100 000 personnes par kilomètre carré. Donc, il fallait réduire cette densité de population. Et il a réussi 5 fois. Donc, ça reste, de toute façon, Paris reste une ville avec une population assez dense. Je crois que vous le sentez. Si vous êtes dans un restaurant ou vous vous promenez dans de petites rues de Paris, dans le classement des villes avec la population la plus dense, Paris fait la 5e place. Donc, en effet, si on le compare à Moscou, après l'architecture de l'époque de Staline, c'est fait uniquement 3000 personnes sur kilomètre carré au niveau de la densité de population. Toutes ces avenues bien larges d'Haussmann, là vous voyez, ces avenues elles sont marquées par des grandes lignes blanches, bien évidemment, ça a influencé le confort de futures générations. Moi, j'ai beaucoup étudié les contemporains qui ont vécu dans la ville en 1860, 1870. Et par exemple, Dostoïevski, il est arrivé à Paris, il a beaucoup aimé et il a vraiment admiré la ville. Mais bien évidemment, beaucoup de Parisiens ont été fatigués de ce chantier énorme et immense. Pendant des décennies, ils ont écrit beaucoup de lettres ouvertes, il y avait beaucoup de plaintes, il y avait des personnalités importantes, moins importantes. C'était une discussion ouverte et donc il y avait des propositions de terminer la construction et rester aux bases. Et heureusement, Paris a été construit au milieu du 19e siècle et pas dans notre ère contemporaine. Parce que actuellement, bien évidemment, on fait plus de construction de pierre et on fait moins de décoration, de jolies décorations fines, parce qu'il y a maintenant la main d'œuvre coûte beaucoup plus cher, c'est plus compliqué. Bon, je vous remercie beaucoup pour cette conférence. J'ai 2 questions. L'une, en fait, fait suite à vos réflexions sur l'époque de la rénovation de Paris. Qu'en pensez-vous, donc, si on se projette dans l'avenir, y a-t-il des chances que Paris
puisse par exemple changer des moments négatifs comme le parking, les embouteillages, donc les problèmes de densité. Est-ce que dans l'avenir proche, on peut s'attendre à d'autres vagues de rénovation, peut-être des actions plus locales pour justement améliorer des choses, remédier à ces petits soucis ou grands soucis? Et deuxième question, y a-t-il des parallèles entre Saint-Pétersbourg et Paris? Je pense que vous êtes allé sûrement à Saint-Pétersbourg, donc y a-t-il des points de convergence? Oui, d'ailleurs, j'ai beaucoup de connaissances qui ont vécu à Saint-Pétersbourg, ou qui viennent à Paris souvent, tout en séjournant à Saint-Pétersbourg. Ils se sentent très bien, très à l'aise à Paris, déjà pour la météo, encore une fois, elle est grise à Paris comme à Saint-Pétersbourg. Les habitants des deux villes sont des grands experts de toutes les nuances du gris. Et Saint-Pétersbourg a été construit par les architectes italiens, mais aussi en s'inspirant de l'héritage de l'architecture européenne. Et bien évidemment, Saint-Pétersbourg ressemble beaucoup plus à Paris que Moscou. Paris et Saint-Pétersbourg se rejoignent aussi par leur cour antérieure. Peut-être que quelqu'un d'entre vous habite dans des immeubles qui donnent sur une cour antérieure. Donc, il y en a beaucoup à Paris et à Saint-Pétersbourg. Voilà, une photo prise à vol d'oiseau. En fait, voilà, c'est un schéma typique. Il y a des îlots contournés par des routes, des rues, des ruelles, et tout ce qui est à l'intérieur, ce sont ces fameuses cours intérieures. Voilà, c'est quelque chose qui réunit, à mon avis, les deux villes. Et puis, Saint-Pétersbourg a toujours été une capitale. Et bon, il reste en quelque sorte une vie impériale. C'est aussi un point de convergence parce que Paris a été aussi bâti comme une ville impériale. Et le titre de mon livre, de l'Empire au modernisme, Napoléon III s'est proclamé empereur et il a fait de la France un empire. Et du coup, voilà, le nom du style empire, bien évidemment, ça donne référence à l'empire. Pour nous projeter dans l'avenir, c'est très compliqué. Selon les résultats des enquêtes et des réactions des Parisiens par rapport aux activités d'Anne Hidalgo, il fait beaucoup de bonnes choses, mais il y a aussi beaucoup de critiques. Il est très difficile de s'imaginer une rénovation d'envergure, une rénovation globale de la même échelle. Je pense qu'à l'époque moderne, c'est carrément impossible parce que la France, c'est une démocratie et on ne peut pas s'imaginer que Paris sera rasé et rebâti à partir de zéro. Je pense que ça n'arrivera jamais. Et les propositions du Corbusier dans les années 1930, donc raser tout le Paris et le rebâtir à partir du béton. Il faisait ce genre de déclaration au début de sa carrière, mais il n'a pas été beaucoup apprécié par les habitants. Mais je pense que Paris réagit déjà aux changements modernes. Et puis les bâtiments de l'époque d'Haussmann restent confortables 150 ans plus tard. Et si on procède à quelques rénovations pour les travaux d'isolation pour les rendre plus efficaces en termes de l'énergie, pour les rendre plus économiques, je pense que on voit bien que Paris s'adapte bien. Puis le nombre de voitures, oui, Anna Hidalgo essaie justement de le combattre pour éviter le nombre croissant des embouteillages. Mais je pense que dans l'avenir, les villes, les agglomérations vont croître. On le voit un peu partout dans le monde. Le Grand Paris, c'est 10 millions de personnes. Ça fait partie des plus grandes villes du monde. Je compte aussi tout ce qui est en dehors du périphérique. Et je pense que oui, c'est la tendance. Les villes vont s'élargir dans la mesure du possible et pas vers le haut. À Paris, oui, il y a des gratte-ciel et il y en a beaucoup, mais l'année dernière, justement, il y a eu une interdiction qui a été passée contre la construction de gratte-ciel. Quoique, peut-être, ça aurait pu être une issue, mais apparemment, ce ne va pas être une solution pour Paris. Je pense que la limite imposée, c'est 105 étages. Donc oui, je pense que globalement, il ne faut pas s'attendre à la démolition totale. Non, ça, c'est pas quelque chose qui me semble réaliste. Maria, merci beaucoup. C'est vraiment très agréable de vous écouter. Ma question est un peu personnelle. Pourquoi vous aimez Le Corbusier? Oui, nous le connaissons
bien comme l'auteur, l'inventeur de l'unité de la cellule habitable. Donc voilà, un appartement personnel pour une famille, mais quelles sont vos raisons? Mon histoire est un peu longue. Quand j'ai commencé à faire mes études à Moscou, à l'Institut d'architecture, à la deuxième année d'études, il fallait choisir le sujet de son mémoire. Bon, je viens d'une famille d'architectes et je suis venue à Paris pour la première fois, même avant mon entrée à l'université, j'avais 15 ans. Donc, on est allé avec ma mère et mon beau-père, on est allé à Paris et nous avons fait le tour notamment des bâtiments du Corbusier. Donc voilà, il était présent dans mon champ de perception, on va dire, dès mon enfance. Puis j'en ai pris le goût pendant mes études universitaires. Après, vous savez, il a été immigré. Il était né dans une toute petite ville suisse, dans la partie francophone de la Suisse. Il arrive à Paris en 1917. Il avait son cousin là-bas, mais sinon, il débarque au milieu de nulle part. Il vient d'une petite ville provinciale, venant d'une famille pas chère. Donc voilà, il vient conquérir la capitale. Après la Première Guerre mondiale, ce sont les années folles. Paris, c'est le centre de l'architecture, de l'art mondial. Et c'est quelqu'un qui s'est fait par lui-même, donc sans aucune base à part son talent et confiance en soi. Et du coup, voilà, j'ai été imprégnée par son histoire personnelle à partir des années 1920. Il a beaucoup travaillé quant à sa posture, sa voix. Donc voilà, il a élaboré son propre style, ses lunettes rondes et sa veste noire, reconnaissable. Donc, et une période très courte, entre 1917, quand il arrive complètement inconnu de tout le monde, et déjà dans les années 1920, il commence à construire ces fameuses villas blanches. Donc j'ai été conquise. Je pense que c'est d'actualité pour ceux qui changent de pays. Donc tu débarques dans un nouvel pays, du coup, comment s'imposer, comment trouver des clients, comment réaliser ses ambitions, s'il y en a, comment réussir dans un nouvel pays. Et du coup, Corbusier fait partie des émigrés les plus connus, qui ont bien réussi. Et puis, j'ai été aussi conquise par sa capacité de travail. Donc, le nombre de bâtiments qu'il a réalisés est énorme. Et puis, c'est très varié. Il a commencé par ses villas blanches. Voilà, vous voyez l'un des exemples de la fin des années 1920, la Villa Savoy. Et il a fini par des isbas en bois dans le banlieue de Nice. 9 mètres carrés, c'est là où il a passé ses derniers jours. Donc ça n'a rien à voir avec ces villas du début de sa carrière. Donc quelqu'un qui avait ce genre de culture et d'horizon, pour moi c'est intéressant. C'est quelqu'un qui était toujours en plein développement, qui a vécu une vie extraordinaire. Donc il est mort en 1965 et elle a beaucoup fait. Ça m'a surpris, ça m'a conquis, et en plus il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas, et du coup j'ai senti cette je ne sais pas, j'ai été contrariée, parce que moi, par contre, je suis tombée amoureuse, et j'ai voulu partager cet amour. Je le sentais comme un défi personnel. Quand il y a, par exemple, des clients, des architectes qui viennent des différents pays, qui viennent ici à Paris et participent à mes promenades. Donc, au début, il y a souvent une attitude négative par rapport à l'œuvre du Corbusier. Mais ça me fait plaisir que, après qu'on passe ensemble 2 heures, ayant plongé un petit peu dans les travaux du Corbusier, les gens changent un petit peu de perspective. Et du coup, ça me fait plaisir. À l'intérieur de moi, ça me fait chaud au cœur. Voilà. Bonsoir. Merci beaucoup. C'était une conférence très passionnante. Donc, ma question porte pas tellement sur l'architecture, mais sur le plan de Paris. Donc, comment c'est fait que, en fait, c'est circulaire.
Est-ce que c'est aussi l'idée de Haussmann ou c'est une idée qui est née avant lui? Oui, merci pour cette question intéressante. Effectivement, Paris est très intéressant. Si vous avez envie de vous balader un petit peu demain ou peut-être ce soir, vous allez remarquer qu'effectivement, la plupart des rues sont droites. On peut le voir sur la carte, mais il y a des ronds-points. La place de l'Étoile, par exemple, parmi les plus connus avec l'Arc de Triomphe. Donc, les ronds-points, d'où ça vient? Haussmann pensait que les rues droites, en fait, c'est la seule option pour planifier une ville. Et ils avaient des disputes avec Napoléon III sur ce sujet parce que Napoléon III pensait qu'on pouvait quand même prévoir des angles arrondis, mais Haussmann voulait pas transiger. Le jardin de Luxembourg, par exemple, vous avez peut-être remarqué que le jardin de Luxembourg est divisé presque en deux moitiés par un boulevard. Donc c'est Haussmann qui l'a fait, qui l'a divisé en deux parties parce qu'il pensait que voilà la route a été plus importante que l'unité du jardin. Et d'ailleurs, ça a été parmi également la dernière goutte d'eau avant qu'il ait été l'essentiel parce qu'il était un peu ardu quand même et un peu trop ambitieux dans ses propos. Vous le voyez également sur la carte, le centre de Paris, ça ressemble plus à un labyrinthe. Les villes européennes, il y a normalement une vieille ville qui est absente à Paris avec des ruelles en labyrinthe. Ici, par exemple, vous avez vu Barcelone, il y a un quartier gothique au centre de la ville et c'est très facile de s'y perdre. À Paris, non, parce que tout ça a été rasé, mais Paris avait le même aspect dans le passé. Donc c'est Haussmann qui a dressé ces lignes droites en divisant Paris en îlots. Et après, vous savez, les psychologues l'ont étudié quand la personne marche dans la rue et peut voir la ligne de l'horizon au loin. Et à Paris, c'est souvent possible parce qu'il y a justement ces larges rues droites où on peut voir jusqu'à la fin de la rue. Que la personne se sent plus à l'aise. Il n'a pas de cette montée de claustrophobie qui peut arriver dans des petites ruelles en simu. Et on parle de l'époque 1850, donc c'est remarquable quand même qu'ils ont pensé à des choses comme l'ensoleillement. Donc avec le défaut du soleil à Paris, ces larges rues droites permettent d'avoir plus de soleil dans les appartements. Donc c'est sous Haussmann que les grandes fenêtres sont apparues. Donc à l'époque c'était vraiment très innovant de prévoir des fenêtres si larges, donc plus de soleil, moins les gens tombent malades. Puis il y a l'aération naturelle. Encore une fois, je le rappelle, c'est après l'épidémie de peste de 1848 que Paris a été rénové. Donc c'était aussi l'idée qui était présente qu'il fallait sauver Paris de ce genre de malheur des épidémies. En vous promenant à travers Paris, il est très facile de connaître la période de la rue. Donc si c'est une rue qui est droite, et il y a une forte chance que ça a été fait sous Haussmann. Si c'est une petite ruelle sinueuse, probablement c'est plutôt 17e ou 18e siècle. Merci beaucoup Maria pour cette conférence très riche en contenu. C'était très intéressant. Merci de nous avoir parlé des architectes. Et merci à vous, chers amis, d'avoir passé cette soirée avec nous. Et je vous invite avec plaisir à nos prochains événements. Qui sait, peut-être on assistera à la présentation du deuxième livre de Maria. Maintenant, une session photo et session d'autographe et un petit verre de vin. Oui, pour résumer, encore une fois, merci beaucoup d'être venu. Merci d'avoir passé ce moment ensemble avec moi et j'espère qu'en sortant dans la rue après la conférence, vous
bon, vous ferez plus attention à l'architecture parce que l'architecture, c'est quelque chose qui nous entoure tous les jours. Quand vous vous réveillez et vous regardez par la fenêtre, elle est là. Et puis, vous pouvez vous armer avec mon livre pour vous promener avec ce guide. Qui sait, peut-être vous habitez un bâtiment célèbre dont je parle dans mon livre, c'est bien probable. Merci encore. Merci de vous abonner à ma chaîne Telegram. Et ça fait vraiment plaisir de vous voir comme ça en présentiel. Vous êtes tous très beaux. Ça fait plaisir de voir vos visages et ça me fait plaisir que par ma chaîne Telegram, j'ai pu réunir ensemble vous tous. Il y a 5 ans, quand j'ai créé cette chaîne, c'était en octobre 2019, il n'y avait pas beaucoup de soutien, mais j'ai continué à poster pour, vous savez, une vingtaine de personnes. Après, petit à petit, le nombre d'abonnés a augmenté. Et bien sûr, il y a 5 ans, je ne pourrais jamais m'imaginer que j'aurais un tel public devant moi pour venir écouter parler de l'architecture. Merci encore.